Donc, Jean-Luc Omélio, donc je travaille au marketing produit de W4 et je suis ici avec Jean-Luc Maz. Oui, moi je travaille sur du management de projet et de l'optimisation R&D, technique de R&D. Et donc, Jean-Luc va faire valoir son expérience de mise en œuvre des produits de W4 et en quoi on a quand même notre mot à dire en matière d'agilité. Donc moi, je vais simplement vous introduire rapidement W4, qui nous sommes, quels sont nos produits. Et très vite, je passerai la main à Jean-Luc pour son témoignage. Donc, qui est W4 ? Nous sommes éditeurs logiciels. Nous sommes connus historiquement surtout pour être leaders en matière de BPM et de workflow. Nous éditons en particulier 2 suites logiciels. L'une s'appelle Business First et l'autre s'appelle Leonardi. Donc Leonardi est un produit en open source, vous pouvez le télécharger gratuitement. Et Business First est un environnement plus complet qui intègre Leonardi et qui permet de faire... c'est un environnement très riche où on peut à la fois se créer des applications et les mixer avec des données qui sont issues de processus métiers. Donc, notre vocation, c'est vraiment de faire ce qu'on appelle des applications métiers sur mesure. Et pour cela, nous offrons 2 types de services. Des services de composition, donc c'est des choses qu'on fait au travers d'ateliers graphiques, qu'on appelle des composeurs. Et puis, un service d'exécution. Donc, quand vous utilisez l'environnement W4, il y a toujours ces 2 notions à avoir à l'esprit. Il y a d'une part un environnement qui permet de concevoir les applications, de concevoir les processus, de concevoir les IHM, les interfaces graphiques. Et lorsque vous allez le déployer, vous allez également avoir l'environnement qui permet d'exécuter ces applications. Donc, nous sommes aussi chez W4 impliqués très fortement dans les projets tous les jours avec nos clients et nous avons des professional services, des consultants sur le terrain. Et donc nous avons une compétence forte en matière notamment de BPM, de système d'information, d'IHM, donc interface homme-machine, et bien sûr de modélisation. Alors un chiffre intéressant, on réinvestit chez W4 près de 30% de notre chiffre d'affaires en R&D. Donc c'est assez important si vous comparez par rapport à la moyenne des éditeurs. D'habitude, ce chiffre tourne autour de 15%. Alors nous, on est à 30% et ce surplus par rapport aux autres, qu'est-ce qu'on est ? En fait, on le met surtout justement dans l'affinage de nos produits pour accompagner l'agilité. Donc on a une vocation à faire des produits agiles et à les accompagner d'outils qui vont permettre d'accompagner les cycles de projets agiles. Les principes de base de nos produits. Donc nous avons une approche inspirée de ce qu'on appelle le MDE, Model Driven Engineering. Donc c'est vraiment l'approche pilotée par les modèles en termes d'ingénierie logicielle. Et on se différencie dans ce courant-là parce qu'en fait, on permet de faire de ce qu'on appelle des modèles agiles. Donc ce sont des modèles qui sont initialement assez petits et qui ont vocation à s'enrichir au cours des itérations pour se raffiner et pour se rapprocher du besoin final. Donc l'idée, c'est qu'on va mettre le plus de choses possible dans le modèle de manière à itérer, à automatiser la production de l'application après. Ces modèles, bien sûr, ils sont itératifs et ils sont évolutifs. On essaye de faire donc vous avez sans doute entendu parler du WYSIWYG, qui est une notion graphique, what you see is what you get. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est du WYMIWYG, what you model is what you get. L'idée, c'est vraiment de faire du modèle un outil de communication qui va servir à impliquer facilement toutes les parties prenantes du projet, notamment le client qui va avoir une visibilité facile sur l'évolutivité de l'application. Donc c'est là qu'on retrouve cette notion. Donc AMDD, certains d'entre vous connaissent peut-être, c'est Agile Model Development. Donc c'est un courant de l'approche de l'ingénierie pilotée par les modèles qui a été initié par quelqu'un qui s'appelle Scott Ambler. On se rapproche un petit peu du ML exécutable, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Et ce qui nous différencie par rapport aux gens qui font généralement du modèle driven, c'est notre approche moteur.
C'est-à-dire qu'on a comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un environnement de composition, mais aussi d'exécution. Donc on a une approche où on va embarquer un moteur qui va interpréter le modèle pour restituer à l'utilisateur final, en fonction du modèle, l'application qu'il a conçue. Alors qu'en fait, la majorité des outils procèdent par génération de code. Donc nous, on n'est pas dans cette mouvance de génération de code, on est vraiment dans cet aspect interprétation du modèle. Alors, notre produit phare s'appelle Business First. Business First, donc qu'est-ce qu'on retrouve au sein de Business First? En fait, on retrouve trois formes de services. Donc, il y a une double abstraction. En aval, ici, c'est une abstraction vis-à-vis des données. Donc, vous voyez qu'on est capable de s'interfacer de manière automatique avec tout un certain nombre de données, des ERP, des annuaires LDAP, des bases de données, des GED, des web services, des fichiers Excel, et puis il y en a beaucoup d'autres que je ne cite pas ici. Et puis, en aval, quand on se rapproche de l'utilisateur final, eh bien, on est capable de restituer ces applications sur différents supports, y compris des mobiles, y compris des interfaces web. Donc, et puis, depuis récemment, on est aussi capable de déployer des applications sur le cloud. Alors, ces trois services rendus par Business First, on les retrouve ici, restitution, donc exécution et modélisation. Le modèle, c'est là que va se concentrer l'effort des gens qui vont concevoir des applications avec Business First. On va concevoir des processus métiers, on va modéliser les données, donc leur structure, et on va décrire ce qu'on veut en termes d'IHM. Ça, c'est vraiment ce qu'on intègre dans le modèle. Donc, le moteur Business First va rentrer en œuvre, il va interpréter dynamiquement ce modèle pour restituer des choses, des écrans en tout genre, des indicateurs. Et donc, tout ça, ça se fait sur plusieurs cibles, et c'est juste une question de paramétrage, de savoir où on veut restituer ces applications. Voilà une petite slide qui illustre bien cet accès, cette approche moteur qui nous différencie, donc où on retrouve au sein de ce qu'on appelle le modèle métier des composants pour l'interface IHM, donc les GUI en anglais, le BPM, et puis des règles métiers, des règles de cohérence qui sont aussi intégrées dans le modèle. Et donc on retrouve cette double abstraction des afficheurs en bas, le rendu de l'application, le rendu graphique, et puis des données au-dessus. Et puis, bien sûr, tout ça est orchestré, animé par des processus métiers qui vont aussi faire partie du modèle et qui vont jouer leur rôle pour définir notamment à qui on doit afficher des écrans, à quel moment et dans quel but. Alors, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on fait beaucoup d'efforts pour outiller l'agilité. Donc notre vocation, c'est de fournir des produits à des équipes qui vont développer, très souvent 80%, 90% du temps, c'est du Scrum. Donc d'une part, en interne, bien sûr, on fait du Scrum pour développer nos propres outils, mais nos consultants sont embarqués au sein de projets où ils font beaucoup de Scrum. Et donc ça nous permet d'avoir un petit peu un feedback, et on réinvestit en fait ce feedback par l'intermédiaire de nos consultants de manière itérative pour améliorer notre offre. Alors ce sont des applications agiles. Alors il y a deux aspects, nous on dit toujours chez W4, effectivement il y a l'aspect méthodologie de projet sur laquelle va revenir en détail Jean-Luc après, mais il y a aussi le but de faire des applications dites agiles, c'est-à-dire des applications qui sont aptes à évoluer, qui sont incrémentales, qu'on peut facilement maintenir. Maintenant, reste accessible en termes de coût. Et donc, elles sont à la fois évolutives techniquement et fonctionnellement. Donc, avec nos outils, ce qu'on veut faire, c'est optimiser les cycles de développement en favorisant l'incrémental. Donc, cette notion de WYMIWYG, le What you model is what you get, c'est dès que vous avez un modèle, vous pouvez l'exécuter. Donc, ça permet de raccourcir très fortement ces cycles itératifs qu'on utilise au cours des cycles agiles. Donc là, je vais tout de suite passer la main à Jean-Luc, qui va vous parler plutôt de la partie méthodologie de projet et de son expérience en tant que coach agile sur des projets mis en œuvre avec nos technos. Oui, bonjour. Moi, j'ai travaillé il y a maintenant 2 ans que W4 m'a sollicité. Sur le fait, oui, on a des produits, ils sont agiles, on les présente comme agiles et on n'a pas forcément le retour que l'on souhaite et des clients et en interne. Voilà, c'est un peu l'agilité, mais agilité, est-ce réellement l'agilité ou pas?
Donc on a fait trois choses avec W4. La première, c'était de dire, OK, agile, mais agile réellement ou agile marketing, hein, cloud réel ou cloud marketing. On sait que les éditeurs ont quand même une tendance à choper les mots qui portent autour d'eux et puis à les insérer dans leur discours. Et ce que je cherchais avec W4, c'est à réellement dire, dans un premier temps, on est agile, mais dans un deuxième temps, que la communauté des agilistes et des gens qui développent avec ces produits reviennent en disant oui, réellement, on est en face de quelque chose qui répond globalement aux choses. Donc on a fait un premier exercice qui est de prendre Business First et en face de chacune des valeurs, alors on ne va pas les détailler là, si vous allez sur le site W4, vous les retrouverez, on s'est dit en face de chaque valeur du manifeste, qu'est-ce que réellement le produit amène en tant que tel, qu'est-ce qu'il amène par rapport aux autres produits. Donc on voit par exemple que sur la partie produit opérationnel, Jean-Loup vous a expliqué qu'il suffit de faire un modèle, de le valider avec le client quasiment en peer-to-peer avec le client à côté pour l'exécuter automatiquement, dynamiquement, et si ça lui convient, éventuellement on peut quasiment le pousser en production assez rapidement. Il n'y a pratiquement pas de développement de code dans Business First. On part du modèle, on l'exécute, on a une maquette. Cette maquette, c'est quasiment le code définitif. Après, on peut venir surcharger des endroits de code avec du Java si on a besoin de changer la manière dont un bouton agit sur le placement et autres. Mais on est sur quelque chose où on a quand même une génération de code très très forte. Donc, on est plutôt sur un produit opérationnel plutôt qu'une documentation pléthorique. Ça va bien. En plus, dans l'atelier, il y a par exemple un outil qui permet de rétro-ingénierer l'application et de générer de la documentation. Voilà. Donc, dans un premier temps, on a balayé les différentes valeurs, on a balayé les principes fondateurs aussi. Alors, je n'ai pas mis le texte, mais derrière tout ce qu'il y a du vert, le produit amène un plus pour les équipes. Ce qu'il y a en bleu, j'ai tendance à dire que ce n'est pas tellement outillable. Donc, on n'a pas de valeur ajoutée particulière sur ce point-là. À partir de là, on a commencé à dire, c'est bien, ok, on a vu, moi je me suis rassuré à travers cette étude, on a bien un produit qui peut s'afficher agile sans forcément vexer tout le monde. Maintenant, comment fait-on? Et on a eu deux tracks en parallèle. Une première en interne, côté W4, où on essayait de faire en sorte que l'agilité devienne un mot-clé et un mode de pensée, pas unique, mais fortement implanté pour l'ensemble de l'entreprise. Et un deuxième vis-à-vis de l'externe qui était de dire, maintenant que j'ai un produit agile, que je sais ce qu'est l'agilité et que je l'utilise au quotidien, comment je fais pour valoriser cette image autour de ça. Donc quelques priorités. En premier, en interne, étant de la culture de management de projets agiles. En externe, réaliser des projets clients. En deuxième, en interne, faire en sorte que l'équipe commerciale qui avait l'habitude par la technologie d'avant, par les processus d'avant, de faire du cycle en V ou de répondre à des appels d'offres. W4 est une société qui se positionne jusqu'à présent essentiellement sur des grands comptes. Donc beaucoup d'appels d'offres, beaucoup de POC, de mise en concurrence, etc. Promouvoir Business First en démontrant que c'est un plus en environnement agile. Qu'est-ce que l'on peut gagner en externe sur des projets avec des partenaires à proposer cette solution plutôt qu'une autre. Et puis, positionner peu à peu W4 comme un acteur reconnu de l'écosystème agile. W4 est sponsor mondial de l'Agile Tour 2011. Ce n'est pas forcément pour rien. Et même si on n'a pas encore réussi complètement à donner cette vision-là, on est en train d'essayer de le faire. Alors, premier retour d'expérience sur réaliser des projets avec Business First. On a travaillé pour un grand compte français qui est Page Jaune, pour ne pas les citer, sur une refonte complète, enfin partielle, sur un premier lot, de son système de planification de la production des annonces. Page Jaune fait des sites web, fait de la publicité, fait des annuaires, fait un certain nombre de choses. Et quand un client avait besoin de faire des parutions dans plusieurs systèmes, eh ben, en interne chez Page Jaune, ils avaient une ligne de produit égale un système d'information différent. C'est-à-dire que si le client commande un nouveau site web avec un nouveau logo, il y a deux commandes qui partent, une pour le logo, une pour le site web. Et la plupart du temps, l'équipe du site web revient vers le commercial en disant « mais j'ai pas le logo, il n'a pas commandé le logo ». Donc il faut aller voir à côté où c'est.
Donc, ils avaient décidé de mettre en place un workflow d'entrée unique en production, où toutes les commandes étaient centralisées dans un entonnoir pour repartir après sur les systèmes suivants. Premier lot. Deuxième lot, de compléter le système pour remplacer la totalité du système d'information existant. Alors, comment on a fait ça? Très traditionnellement en Scrum, une préparation de l'action, une vision, le découpage du backlog, l'outillage fourni par W4 n'amène pas d'aide particulière. On a eu la chance de travailler en proximité immédiate avec le product owner, c'est-à-dire dans le même bureau. Et en gros, on a calé le done au fait que le product owner réceptionnait avant les présentations les livrables de l'équipe. D'un autre côté, on a travaillé en évaluation, groupe, poker et compagnie, et on a constitué un joli tableau Excel qui est quelque chose qu'on incrémente peu à peu. Dans cette mission-là, je travaillais sous le couvert de la société GFI Télécom. Donc on a peu à peu agrémenté les choses, mais de la restitution classique sur ça. Projet d'envergure quand même, pas loin de 700 jours de développement sur 12 sprints de 2 semaines. Alors là aussi, premier Scrum Bot, il y a des sprints qu'on fait 1 semaine, il y a des sprints qu'on fait 3 semaines. Et un parallélisme, un flow de sprint de développement et un flow de sprint de conception et de recettes. Donc des interactions entre des plateformes de recettes, des plateformes de conception, des plateformes d'intégration continue, un certain nombre de choses. Où là, c'est vrai qu'avoir un outil agile, c'est bien. Avoir une entreprise agile, c'est pas mal non plus. Et on a vu des cycles où quand on livrait sur la plateforme de recettes, on mettait plus de temps à redémarrer la plateforme de recettes que la livraison suivante. Ce qui explique que, par exemple, sur les premiers sprints, on n'a pas été en mesure de faire les recettes immédiatement. Pour constituer et formaliser les objectifs du tableau Excel, du post-it, des petits camemberts, tout ça fait en commun avec les équipes internes du client. Pour la production, l'outillage, la qualité, le thème de notre intervention, tout un tas d'outils ont été mis en place en complément de Business First. Soit parce que c'était des choix du client, le client, tous ses produits, il les gère avec Subversion, soit parce que le partenaire de W4 avait proposé ces outils-là avant, en phase d'appel d'offres, où il y avait plusieurs plateformes de BPM qui étaient en compétition. Et on s'est retrouvé assez rapidement dans le fait qu'un certain nombre d'outils qui avaient été présentés par l'intégrateur avant le choix du produit final de développement n'étaient pas forcément complètement compatibles avec le produit. Ça a été surtout le cas sur tous les outils liés au test automatique, parce que quand on dit qu'on ne génère pas de code, mais qu'on exécute un modèle, et qu'à chaque fois qu'on modifie le modèle, les rendus graphiques peuvent évoluer, les écrans vont se placer différemment. Quand vous essayez d'avoir un outil qui va vous mapper les données ou les actions sur un IHM, et que l'IHM d'un passage à l'autre, il se modifie, voilà, ça ne rend pas forcément le service que l'on attend. Donc très rapidement, on est revenu à un test plus manuel. Et puis, au fur et à mesure des sprints qui avançaient et de la complexité de l'application, on a de plus en plus, comme tous ceux qui font du test à la main, dérivé sur la partie test en termes de charge. Notre cycle de test était un test intégré, au sens où, au sein du sprint, on essayait de couvrir à la fois les tests de développement, à la fois les tests d'intégration, à la fois les tests de non-régression et les tests d'intégration de ce développement agile par rapport au système existant. Petite information, pour donner une idée, on a dépensé 600 jours de développement, une centaine de jours de coaching et d'encadrement pour la partie du développement agile, et plus de 1500 jours pour le développement des interfaces de liaison avec les systèmes existants. En termes de fonctionnement, comment on travaillait, là aussi, très régulièrement, du coaching, du double développement, du développement et du commit. Le fait que le client ait choisi une gestion de version de source qui n'était pas totalement intégrée
à la plateforme Business First, eh ben, la seule manière qu'on a trouvé de faire, c'est d'avoir un petit totem. Et puis celui qui prenait le chien avec lui interdisait aux autres de communiquer ses sources à ce moment-là pour permettre d'avoir une certaine cohérence. Donc on verra tout à l'heure, ça fait partie d'un des points faibles en termes de bilan. Et un plateau où on est monté jusqu'à 15 personnes, une dizaine sur la partie agile, les 5 côté client sur la partie recette et la partie conception. Et puis très classiquement un grand mur sur lequel on colle les post-it. D'expérience, attention à la qualité des post-it en fonction de la durée du sprint. On en a perdu quelques-uns le matin avec le nettoyage. Dans la même pièce, tous les 15 jours, on faisait là aussi traditionnellement la sprint review avec une présentation de tous les développements qui avaient été faits en présence en moyenne d'une vingtaine de personnes du client, en plus de l'équipe, dont très souvent 2-3 directeurs opérationnels, voire le DSI qui venait nous rendre visite. C'est vrai qu'on avait un petit bocal un peu particulier dans le plateau où tout le monde était costard-cravate, assis derrière on était sur le plateau commercial et marketing. Et les gens ont mis un peu de temps à nous comprendre la manipulation. Ils jouent avec des nounours, ils prennent le café le matin en regardant un mur, ils déplacent des post-it. C'est quoi ces gus? Donc on les avait invités très tôt à venir nous rencontrer, à venir prendre le café avec nous aussi, pour qu'ils comprennent un petit peu. Et on a eu la chance sur 8 sprints sur 12, on avait un critère qualité à la fin. Le done, c'est le product owner qui dit c'est bon. Notre vrai critère qualité, c'était quand le vendredi à 14 h, le product owner, il acceptait de se mettre derrière le PC et de faire lui-même la démonstration de ce qui avait été développé par l'équipe. C'est arrivé 8 fois. C'est arrivé 2-3 fois que ce soit le responsable de l'intégration de notre équipe qui fasse la présentation. Et ça a dû arriver 1 ou 2 fois sur des fonctionnalités, qu'on le fasse directement sur le poste du développeur pour montrer que ça marchait parce qu'on n'avait pas réussi à le synchroniser ou à le faire marcher en double, ou parce que le product owner nous disait « vous êtes gentil, si vous arrivez à le faire montrer pendant la démo et que tout se passe bien, j'ai encore l'après-midi pour dire que c'est bon avant de le mettre en production, mais là je ne me sens pas suffisamment frais et convaincu pour faire la démo moi-même ». Ça, quasiment jusqu'à présent, on n'a pas dérogé au concept et aux fondamentaux de Scrum. La seule chose, c'est quand on est dans un grand groupe comme ça et qu'on a des directeurs qui viennent, ils ne viennent pas tous les vendredis. Puis de temps en temps, ils ont prévu de venir, ils ne viennent pas. Et donc ça ne coupe pas le lundi matin, on a les questions, qu'est-ce qui s'est dit vendredi, où on en est. On a un comité d'investissement, c'est quoi les chiffres. Et donc on a été obligé, malgré le fait de dire il n'y a pas forcément de support de présentation ou de préparation autour des restitutions en sprint review, d'outiller le projet avec un certain nombre d'indicateurs. Alors vous les connaissez tous avec des courbes de type Burdon, avec de la vélocité. On avait sur le contrat un engagement à progresser en termes de vélocité constatée par rapport à ça, et un bonus si on avait atteint un certain nombre de points. Donc on a tracé pendant toute la durée de vie du projet, sprint par sprint, les charges consommées, les charges, les points de complexité livrés, un certain nombre de choses. On a mis en place aussi un suivi graphique du contrat et de la progression du sprint après sprint des objectifs par rapport à l'objectif principal. Donc vous avez ici par exemple 3 vues qui sont les mêmes, si ce n'est qu'il y en a une qui est vue par rapport au stock des user stories, une autre qui est vue par rapport à la complexité du projet, l'estimation des pokers, une troisième qui est vue par rapport à la valeur métier. Le fond gris représente le contrat initial. L'engagement initial était par exemple sur 7 sprints, et on en a rajouté après. La partie verte, donc c'est le contrat. La partie jaune, c'est des choses qu'on avait provisionnées. On savait quand on a lancé le sujet qu'on aurait des surprises. Donc à chaque fois, on avait pris en gros 10% de marge de manœuvre. La partie rouge, c'est des choses qui sont apparues, des nouvelles user stories, des nouvelles fonctionnalités, des décalages. On avait beaucoup d'interfaces en retard. Donc pendant que les interfaces étaient en retard, le client nous a donné d'autres développements à faire sur la partie transactionnelle. Et la partie diagonale, alors
En gras, c'était la partie de suivi du contrat. En plus fin, c'est la partie réactualisée au fur et à mesure qu'on rajoutait des sprints ou des complexités. Ben, on modifiait ça. Et vous avez les petits points verts qui vous donnent le résultat obtenu à la fin du sprint. Alors on voit qu'on sur ce projet, on a été au bout et on a atteint les objectifs initiaux, mais on a un peu plus de temps que prévu, parce qu'au fur et à mesure, contrairement à ce qu'on préfère faire sur des projets agiles, vu que la plupart des choses complexes et impératives pour le client étaient liées à son système d'exploitation, enfin à son système actuel, on était dépendant des interfaces. Donc on a commencé au début à faire pas mal d'interfaces en mode bouchonné, en se disant ça doit marcher comme ça. Puis quand on s'est aperçu qu'en réalité il y avait un des systèmes du client qu'il ne maîtrisait pas, au sens où dans son idée il s'était dit ça doit servir à rien, ça fait tellement longtemps que c'est là que personne ne sait ce qu'il y a dedans. On va faire abstraction, on verra bien s'il y a vraiment des traitements qui se font dans cette boîte noire. Et la boîte noire, en réalité, était relativement intelligente. Donc, on a arrêté de faire du mode bouchonné en symbiose avec le client le jour où on a réussi à lui faire comprendre que bouchonner, c'était bien, mais il fallait au moins connaître le diamètre de la bouteille qu'on allait avoir après. Et de temps en temps, on faisait des petits bouchons, c'était des bocaux. De temps en temps, on faisait des bouchons de bocaux et c'était des pots de bébé. On a fait beaucoup de refactoring. Quasiment 15% de la charge de développement du projet a été fait en refactoring pour se réadapter à la réalité des choses. Et puis, on a travaillé aussi avec pas mal de pratiques. Alors, en gros, on a exclu le pair programming parce que dans la partie Business First, mettre 2 personnes derrière un outil de dessin de modèle, c'est quand même pas simple. Quand c'est un développeur et un client, ça va. Quand c'est 2 développeurs, bon, ça fait riche. On n'a pas travaillé sur tout ce qui était les tests unitaires automatisés ou toute la partie automatisation parce qu'on n'avait pas d'environnement d'automatisation sur la partie de test. Par contre, on a mis en place tout ce qui était stand-up, qu'il soit physique ou virtuel. Une partie de mon équipe était sur Bordeaux, donc on faisait des stand-up par vidéo ou par téléconférence. On a gardé tout du long le fait de se dire que le done était fait quand le client était, le product owner était d'accord, et puis un certain nombre de choses. Avant d'aller plus loin, un premier bilan très rapide. On peut donc faire un projet client en mode agile. Pour W4, c'était l'une des premières fois que ça se faisait. On pouvait travailler avec Business First. Et pour un intégrateur, c'était un mode discriminant par rapport aux autres, parce que par rapport à proposer une solution clé en main avec du développement de 100%, là on vient avec un outil, un toolbox qui amène beaucoup de fonctionnalités de base. On a constaté qu'on gagnait entre 20 et 25% réel de temps de développement chez ce client-là comme chez d'autres autour du framework. Et je pense qu'on aurait pu gagner plus si on avait eu une plateforme de développement plus intégrée. C'est-à-dire qu'on avait eu moins besoin d'aller chercher des outils tiers pour compléter notre chaîne de production. Cette partie-là, on en a rediscuté avec W4 à la fin du projet, en début mai, ce qui a fait que W4 a un peu étendu son champ en se disant c'est pas complètement inutile ce qu'on vient de faire, et donc on va rajouter un stream en termes d'objectifs pour faire en sorte de lever cette partie de manque d'outillage pour rendre plus fortement collaborative la plateforme. C'est le deuxième projet où là, on est parti sur un projet interne, W4, de 5 mois, 6 mois, avec plusieurs objectifs. Le premier, c'était d'étendre la culture en management de projet. Le deuxième, c'était de rendre plus efficient les équipes de R&D, en travaillant toute la partie méthodologie, soit, mais également toute la partie de pratique de développement agile. C'était de faire en sorte que BF Business First devienne de plus en plus une plateforme outillée. Et puis, c'était de commencer à le promouvoir et à le démontrer en tant que tel. On passe d'un outil qui était destiné au départ à faire des workflows à un outil qui aujourd'hui est destiné à faire du développement rapide. Si ça intègre des workflows, c'est d'autant mieux, ça a une valeur métier plus forte,
Mais en gros, très rapidement, là où avant on avait des concurrents ou des confrères du type VDoc Software, du type K2, côté Microsoft ou autre, on ne s'interdit pas aujourd'hui de regarder des projets qui peuvent être faits avec du Visual Studio ou autre. Par contre, quand on regarde des clients ou des confrères de ce type-là, voilà, on sent encore que cette partie collaboratif, développement outillé, on est quand même un petit peu loin. Donc on a choisi un premier projet en interne qui était de dire, avec une méthode agile Scrum, pour étendre la culture de management de projet en interne, avec un produit agile Business First, développons des briques complémentaires à l'offre. Et le projet sur lequel on a travaillé sur un outil de management de projet agile. Agility Manager. Bien entendu, il existe des outils. Il y a du Excel, dans la plupart des cas. Il y a du iScrum, du Jira, Greenhopper, etc. Aucun ne satisfaisait complètement et les besoins du Scrum Master que j'étais avec mes collègues sur cette partie-là et W4 en termes de positionnement. Donc ce qui a été décidé, c'est de lancer un outil qu'on appelle Agility Manager. Ça doit être léger, ça doit être accessible, on ne doit pas passer plus de N% du temps à renseigner cet outil. Ça doit utiliser et valider les technologies W4 et ça doit compléter la gamme d'outils associables. Il faut savoir que dans la gamme d'outils associables à Business First, il existe déjà un outil, il existe un outil qui s'appelle Test Manager qui permet d'automatiser les tests en tenant compte des particularités de la plateforme. Et il existe également un outil qui s'appelle Anomalia qui permet de faire du bug tracking et du suivi d'incidents. Là aussi, très classiquement, on a fait de la conception de groupe, on est passé en release plan, on a fait un certain nombre de choses pour arriver à définir des séquences. On a travaillé une backlog au release plan avec 3 releases. En réalité, on en est à la 4e parce que la 3e release sur laquelle on avait prévu de faire de l'ergonomie et de la vision graphique type post-it, comme on l'a dans un certain nombre de produits, on l'a plus consacré à développer des outils avancés de management de projet en se disant la partie graphique, on va la voir un petit peu après. Et surtout, on a, avec l'équipe dirigeante de W4, choisi de faire 4 choses en même temps dans les sprint reviews. La première, c'était de faire de la formation. Chaque sprint review, on commençait par reprendre des bases de la méthodologie Scrum, si possible en lien avec les développements qu'on allait présenter. Le deuxième, c'était de refaire à chaque fois un positionnement global par rapport au projet pour expliquer comment on avançait dans le projet, comment on avançait dans la méthode et où on en était, avec un objectif qui était de dire on souhaitait basculer le pilotage de ce projet en mode post-it à la fin de la première release. La première release d'Agility Manager devait nous permettre d'avoir un produit qui permette de gérer un projet simple. En réalité, on l'a fait à la fin de la 2e release. Mais bon, l'idée, c'était bien ça. C'était de démontrer dès le départ que le produit était utilisable pour manager son propre projet. On l'a fait également à travers des présentations de Sprint Review à l'équipe. Vous reconnaîtrez peut-être quelques têtes dans la salle. Et on l'a fait avec très rapidement un reporting détaillé. Alors vous verrez apparaître un Scrum Bot, là aussi. Le produit gère les temps passés en plus du reste à faire. C'est la courbe jaune qui monte parce que les équipes de développement de W4 sont mixtes souvent en termes de fonctions. Elles font de la R&D et du support de niveau 3, voire de la production sur certains projets particuliers. Donc on a besoin au sens du projet agile de savoir où on en est, mais on a également besoin de savoir quelle est la charge de travail qui a été consacrée sur des choses qui sont hors projet agile. Et ce n'est pas simple de le faire quand on a une personne qui passe la matinée sur un sujet et l'après-midi sur l'autre. Donc on l'a câblé d'entrée de jeu sur cette partie-là. Quelques vues, mais vous les aurez sur ça. Donc très riche en termes de fonctionnalités, pour l'instant assez pauvre en termes de manipulation graphique. Par contre, on a tous les outils prêts à l'emploi pour préparer un PowerPoint de restitution de Sprint Review. Qu'est-ce qu'on avait embarqué? Comment ça se décompose en termes de distribution par type, par volume, etc. Quels sont
les fameuses courbes que je vous ai montrées en burn-up, vue user stories, en business value, en complexité ou en burn-down. Voilà. Au niveau des objectifs, on a atteint le temps, il en reste 2. On a tenu un certain nombre de choses qui en verdâtre, c'est ce qu'on est en train de finir. Pourquoi on a pris Scrum par rapport à ça? En gros, toutes les attentes de W4, toutes les petites bases, c'était des projets en tant que tels. Les délais, l'organisation, la maturité de chacune des équipes, que ce soit des équipes externes. Chez le client, ils étaient déjà agiles, il n'y avait pas eu de problème. Sur certaines équipes, les commerciaux, c'était quelque chose de nouveau. Donc on avait des maturités très dissemblables. La direction générale souhaitait avoir un indicateur complet ou une vision complète de tous les projets qui déroulaient par rapport à ça. Mais en contrepartie, elle ne souhaitait pas qu'on passe tout notre temps à faire du management de projet. Et puis on ne devait pas, à travers la mise en place de cet outillage-là, de cette philosophie, bloquer les équipes dans le choix des outils techniques ou de la manière dont ils s'organisaient. Certaines des briques autour des moteurs sont conduites avec une technologie encore en partie Microsoft, d'autres sont sur du Java, ce n'est pas tout à fait les mêmes organisations ou autres. Scrum, ça allait bien parce que c'est un framework complet. On peut tout faire avec, mais c'est abordable. On peut tout faire avec si le projet correspond. Et là, on est bien sur des projets de développement en nouvelles technologies. C'est scalable. Certaines équipes, page jaune, on était une quinzaine sur le plateau, sur 2 lieux. Agility Manager, il y avait plus de personnes entre le Product Owner, le Scrum Master, les gens qui visualisaient et qui recétaient que de développeurs. Il était tout seul au départ, maintenant ils sont un peu plus. Et ça donne une vision d'ensemble parce que toutes les structures fonctionnent de la même manière avec le même langage. Classique, agile. Aujourd'hui, chez W4, c'est les deux, mais on offre de plus en plus des réponses en agilité. Il y a de temps en temps où on ne peut pas, sur certains appels d'offres, des contraintes externes. Ce qu'on a vu, c'est, comme tous ceux qui font de l'agilité, la co-responsabilité et l'adaptation au contexte est quand même quelque chose qui fait fonctionner les projets. Un des bonus du projet, c'est qu'à la fin, on obtient une plateforme encore plus robuste côté Business First avec des outils de management de projet, des outils de test, des outils de bug tracking. Et qu'on va vers ce qu'on avait intitulé en interne l'agilité puissance 3, au sens où on essayait de faire des choses agiles avec des outils agiles dans un contexte agile pour consolider toute cette partie-là. Juste pour conclure, peut-être ce slide-là qui revient un peu sur les différences entre... Donc quand on fait du développement traditionnel, voilà, donc ça illustre l'adéquation aux besoins dans la durée. Quand on fait du développement traditionnel, en fait, le client il voit rien venir tant que les tests n'ont pas commencé. Et puis voilà, il découvre souvent tout au moment de la livraison. Alors, par contre, les besoins métiers, eux, dans le temps, ils continuent à évoluer. Et donc, bien sûr, je ne vais pas prêcher des convaincus, parce que je suis sûr que vous l'êtes tous ici. Avec une méthodologie agile, et c'est vraiment le but de l'agilité, on arrive en fait à plus coïncider avec cette courbe des besoins qui évolue dans le temps, au travers d'itérations. Et donc, les avantages, forcément, c'est qu'on arrive à impliquer facilement le métier, et puis on fait plus de paramétrage que de développement. Et avec Business First, c'est qu'on arrive à faire, avec cette approche dont je vous ai parlé en introduction, ou le WIMI-WIG, What you model is what you get, on arrive vraiment à faire des cycles qui sont encore plus courts, et donc à coller encore plus aux besoins. Et donc, ça, c'est, on le voit, on le vit quotidiennement sur les projets. C'est quelque chose qui est très, très intéressant. Et donc, il y a vraiment une continuité entre les développements et la maintenance. On a immédiatement ce qu'on modélise. Bon, Agile puissance 3, je reviens sur ce que disait Jean-Luc. Donc, les trois dimensions de l'agilité, des fonctionnalités agiles. Donc, c'est le besoin du client. La gestion de projet agile, vous avez vu qu'on propose en plus de notre socle techno, des outils pour la conduite de projets en agile, qui sont d'ailleurs, entre parenthèses, eux-mêmes développés avec notre technologie. Et puis, on a des outils de développement agile au sens où je l'ai indiqué tout à l'heure. Donc, on est capable d'itérer comme ça et de jongler entre les méthodologies de conduite de projet, les produits
et donc et les applications clients. Voilà, je crois qu'on a fini. Si vous avez besoin de prendre contact avec soit W4, soit Jean-Luc, n'hésitez pas à nous adresser des emails, on y répondra. Merci. S'il y a des questions. Oui. Oui, bonjour Christophe. J'aurais voulu savoir comment vous avez défini le dispositif. Je ne sais pas si on m'entend là. Oui, c'est bon. Si. Donc, comment vous avez défini le dispositif de votre équipe face aux besoins du client, donc au périmètre du besoin du client? Alors, pour le premier projet, on était sur un appel d'offres assez classique. Enfin, pas franchement classique parce que le client a déjà l'habitude de faire de l'agilité, donc il a proposé un contrat agile avec une phase de bonus-malus et d'équilibrage de charges. Moi, j'ai fait le lien entre l'intégrateur qui connaissait W4 mais qui ne connaissait pas la version Business First. J'avais participé pendant un an à la partie QA de Business First et un certain nombre de développements, donc j'avais un peu le métrique de la vélocité avant qu'on la constate pour dimensionner les choses. Et on s'est appuyé sur ce projet-là également sur de la réassurance consulting de l'éditeur. C'est-à-dire que dans la première phase de backlog de poker global, en réalité, on l'a fait en 2 temps. On a fait un premier poker, moi, W4 et l'intégrateur sans l'équipe, pour donner les choses. Et on a fait un deuxième poker après la formation de l'équipe à l'outil, avec l'équipe, pour voir un petit peu la partie similitude. Et globalement, ce qui était complexe avec l'outil ou sans l'outil est resté complexe. Bon, peut-être qu'en termes de poids, de temps en temps, c'était 8 dans un sens et 5 dans l'autre. Mais sur 180 user stories, on était à peu près à l'équilibre. On a fait le poker sur la totalité des 4 lots, même si on n'a réalisé que le premier lot. Donc c'est vrai que plus on a de volume, moins on a de chances de se tromper par rapport à ça. Et on avait fixé une règle, aucune user stories au-dessus de 21, si c'était à plus de 21 en termes de poids. Donc 21 fois plus complexe que la chose la plus simple avec Business First, qui est j'ai une table. Je demande à me générer mon modèle de la table et ça me gère mon formulaire directement. Et ce formulaire, il implémente en standard et sans code la recherche, le tri, la visualisation en mode liste, la visualisation en mode formulaire. C'est quelque chose de sympa, hein. Vous arrivez en démo sur le premier sprint review, vous avez quasiment rien fait. Et d'entrée de jeu, le client, il a des menus, des icônes, il sait naviguer, il sait faire de la recherche et tout. Voilà un petit peu comment on a dimensionné. Et après, on a dimensionné l'équipe, 5 développeurs plus un consultant externe de W4 en renfort. Sur les premiers sprints, on pensait monter en capacité avec 2 développeurs de plus. Et en réalité, on est resté sur 5 pour étendre dans le temps. Parce que je pense que vous l'avez compris, une de notre problématique a été la livraison, la fourniture des livrables par les autres équipes du client. Et donc, nous, on s'est plus freiné pour durer. On aurait pu développer et finir fin janvier. On a fini fin mai. Mais on était taillé en termes de performance vu la montée en puissance avec 2 développeurs de plus. On finissait en janvier à livrer un système qui était parfaitement fonctionnel mais complètement inutilisable parce que pas connecté au système existant. Voilà. Autre point à faire attention, la cohabitation agilité par rapport à des équipes non agiles. Voilà, c'est les contrats d'interface. Quand on parle d'interface, ce n'est pas que de l'interface technique, c'est également du commitment et de l'engagement. En général, le fait qu'on soit un peu plus fun sur les équipes agiles en termes de rituels et compagnie, c'est rien en termes de problème par rapport aux... Quand je dis nos voisins nous regardaient avec des yeux comme ça, dès qu'ils ont pu venir déjeuner avec nous, ça s'est mieux passé, mais ce n'est pas pour ça qu'ils livraient plus vite leurs interfaces. Autre point, ne sous-estimez pas toute la partie test. On en parle. Si on a eu des problèmes sur les différents projets,
Pour moi, le problème principal, ça a été de ne pas pouvoir automatiser complètement ce qu'on voulait en termes de test. Et donc, on a repris beaucoup de vélocité perdue à refaire les tests à la main, là où on aurait pu les faire en automatique si on s'était outillé d'entrée de jeu. Et globalement, sur la deuxième expérience, ce que je n'ai pas précisé, c'est que moi, actuellement, je suis à l'étranger la plupart du temps. Donc, je intervenais sur Agility Manager en tant que Product Owner avec l'équipe qui est basée à Palaiso. Et donc, tout ce qui était stand-up, on le fait virtuellement GSM plus téléconférence. Toute la partie réception du produit en termes d'acceptance utilisateur, je le fais à travers à distance parce que l'application est déployée dans le cloud. Et là aussi, dans le cloud, on n'avait pas forcément la même souplesse en termes d'installation chez Amazon, d'outils de test et compagnie. Voilà, on perd beaucoup sur cette partie-là. Donc essayer de la penser avant, c'est souvent beaucoup plus simple. Sans forcément dire et promouvoir des techniques du type XP avec du développement piloté par les tests ou autre. Non, pensez que plus vous faites de l'itératif, ça veut dire plus vous allez, et de l'incrémental, vous allez sans arrêt, entre guillemets, relivrer les mêmes choses. Ce qui veut dire que sans arrêt, vous allez relivrer à peu près les mêmes choses avec un petit peu plus de fonctionnalités intégrées dans un peu plus de choses. Voilà, il va falloir retester, tester que ça se passe bien, tester que l'intégration se passe bien, tester qu'il n'y a pas de régression par rapport à avant. Hein. Quand vous faites des sprints, je suis actuellement chez un client qui fait des sprints d'une semaine et qui est parti sur un projet de 29 sprints. Je peux vous dire que si on commence à expliquer aux utilisateurs que toutes les semaines, ils vont avoir à peu près à retester la même chose à la main depuis le début, je ne suis pas sûr qu'ils nous accompagnent jusqu'au bout du projet. Et comment avez-vous taillé vos sprints? Pourquoi 2 semaines? Parce qu'en gros, on les a taillés pour qu'il y en ait suffisamment dans la période de départ. Hein, on était parti pour un projet de 4 mois au départ. Donc on voulait en avoir suffisamment au départ pour avoir une régularité et pouvoir démontrer au client une progression sur la prise en main de l'outil, sur ses spécifications et tout, sans avoir des sprints trop courts, parce qu'on savait qu'on était dans un grand groupe et qu'on aurait à faire des restitutions un petit peu formelles. Voilà. Donc si on avait fait des sprints d'une semaine, par exemple, eh ben, ça allait passer très vite entre la préparation du sprint, son lancement, les quelques heures pour préparer la sprint review, le fait de réunir une trentaine de personnes pendant 2 heures tous les vendredis après-midi, c'était très consommateur de temps. L'idée aussi, très souvent, on taille la taille du sprint en fonction de la capacité que l'on a à expliquer au client que sa demande de changement, il ne va pas l'avoir tout de suite, il l'aura dans le sprint suivant. Si vous êtes en mesure d'expliquer ça à vos utilisateurs pendant 2 mois, vous pourriez faire des sprints de 2 mois, mais je vous le déconseille. Si vous êtes sur de la production ou des choses très mouvantes, eh ben vous arrivez, comme certaines structures, à faire des sprints inférieurs à la semaine pour pouvoir être réactif. Réactif par rapport aux besoins, réactif par rapport aux bugs, réactif par rapport à vos confrères. Tous les sites de jeux en ligne, au moment de l'ouverture à la concurrence et de la légalisation des jeux en ligne, ont eu des cycles de mise en production très très restreints. Et ceux qui ont bien survécu, c'est ceux qui ont été capables de livrer très rapidement. On parle beaucoup en ce moment de DevOps, je développe et hop, ça part en opérationnel. C'est un peu ces tendances-là vers lequel on va. On est chez Microsoft, en général, ce n'est pas le cas, mais chez des confrères comme Google, sur certaines lignes de produits, le sprint est à la journée. C'est-à-dire que tous les soirs, des choses partent en production. Alors, ce n'est pas des fonctionnalités mirifiques, hein, vous ne le voyez pas, mais pour information, sur certains produits comme Gmail, ça peut vous arriver d'avoir des boutons dans l'interface, des fonctionnalités qui apparaissent. Vous cliquez dessus, ça ne fait rien. Vous revenez le lendemain, ça fait quelque chose. C'est que vous avez été beaucoup à cliquer dessus. S'il y a très peu de monde qui a cliqué dessus, le lendemain, ça y est plus. Voilà. Pour ça, il faut que vous ayez l'option Labs, bêta intégrée. Mais c'est une manière de faire participer le client final à la priorisation du développement.
Alors de temps en temps, ça disparaît, hein, parce que vous avez peut-être été très nombreux à cliquer dessus, mais ça ne répond pas à ce que voulait Google en termes de positionnement de produits et autres. Et puis de temps en temps, il y a des produits qui ont été complètement développés, mais qui n'ont pas trouvé leur marché et qui disparaissent aussi. Voilà, ça c'est la vie, et c'est la vie chez tous les éditeurs. Autre point, quand je précise le test, plus ça va, plus on va aller vers le cloud, plus on va aller vers la même version pour tous les utilisateurs avec une mise à jour simultanée pour tous les utilisateurs. Je travaille avec un éditeur qui a choisi d'avoir 2 localisations possibles pour son support. Le premier dans le bureau du support traditionnel, ils sont un peu à droite au fond du couloir, et la deuxième, ils sont en plein milieu de la salle des développeurs. Quand il y a une version qui est mise en place et qui n'a pas la qualité nécessaire, le support vient se mettre au milieu des développeurs. Et les développeurs comprennent très vite que s'ils ont envie de travailler dans le calme, sans avoir le téléphone en permanence, ben ils ont intérêt à la version suivante, à faire les choses proprement. Sinon, ils ont leurs copains du support en permanence dans la journée. Oui, alors oui, vous avez quel bug? Ah, attendez, je regarde. La transparence. Juste pour vous dire, on reste à votre disposition sur notre stand. Si vous avez des questions supplémentaires au cours de la journée, on sera là. Merci donc.